Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on mène l'enquête sur l'un des tueurs les plus rapides du monde bactérien, le choléra. Et oubliez les enquêtes classiques, ici le coupable est totalement invisible à l'œil nu, mais ses effets, eux, sont absolument dévastateurs. Ils ont même redessiné l'histoire de la santé mondiale. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il faut d'abord jeter un œil à la carte. On ne parle pas du tout d'une affaire locale. Ce qu'on voit là, c'est la propagation de la 7e pandémie de choléra. Depuis les années 60, elle a littéralement balayé les continents, de l'Asie à l'Afrique et même jusqu'aux Amériques. C'est bien une menace mondiale qui revient sans cesse et qui, elle, ne connaît pas les frontières. Donc pour la première partie de notre analyse, on va délimiter ce qu'on pourrait appeler la scène du crime. On a affaire à un problème qui sévit de manière endémique surtout en Asie et en Afrique, et c'est tellement grave que sa déclaration est obligatoire au niveau international. Alors, c'est quoi la nature exacte de cette menace? Le choléra, on le définit comme une toxi-infection. Ça veut dire deux choses. D'abord, infection, parce qu'il y a bien une bactérie qui envahit le corps. Et ensuite, toxi, parce que cette bactérie produit une toxine hyper puissante qui va provoquer la maladie. C'est vraiment cette toxine qui est au cœur du drame. Bon, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, il est temps de zoomer sur notre suspect principal. On va identifier formellement le coupable, cette fois au niveau microscopique. Et voici sa fiche d'identité. Le coupable s'appelle Vibrio cholera. C'est un bacille, c'est-à-dire une bactérie en forme de bâtonnet. Elle est mobile et classée gram-négatif. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que toutes les souches ne sont pas dangereuses. En fait, seules deux lignées bien spécifiques, les sérogroupes O et O139, sont les vrais responsables des épidémies dévastatrices qu'on connaît. Et voilà le portrait robot du coupable. Sous le microscope, Vibrio cholerae a cette forme très caractéristique de virgule. C'est assez fou de se dire que cette toute petite virgule peut, en l'espace de quelques heures seulement, mettre une vie en péril. Alors, où est-ce qu'il se cache, ce criminel ? Eh bien, le réservoir principal, c'est l'être humain lui-même. La bactérie, on la trouve évidemment dans les selles et les vomissements des malades, mais aussi, et c'est là que ça devient très compliqué, chez des porteurs sains. Ce sont des personnes qui hébergent la bactérie sans jamais être malades, mais qui peuvent la transmettre. Passons maintenant à l'analyse de son mode opératoire. Comment est-ce que ce vibrion se transmet et surtout, comment s'attaque-t-il au corps humain de manière aussi violente? Le mode de transmission, il est d'une simplicité redoutable. C'est ce qu'on appelle la voie orofécale. On la surnomme d'ailleurs la maladie des mains sales. Concrètement, la bactérie passe des selles d'une personne infectée à la bouche de l'autre, soit directement par les mains, soit indirectement par de l'eau ou des aliments contaminés. Et l'attaque est fulgurante. Après une incubation très courte, parfois quelques heures à peine, la maladie se déclare mais de façon totalement brutale, sans aucun signe avant-coureur. La victime se retrouve très vite submergée par des diarrhées et des vomissements qui ne s'arrêtent plus. Sur la scène du crime, l'indice le plus parlant, c'est celui-ci, les selles dites en odorie. Pourquoi cette apparence? C'est le signe direct de l'action de la toxine. En fait, la toxine s'accroche à la paroi de l'intestin et elle force les cellules à libérer des quantités astronomiques d'eau et de sel. L'intestin se transforme en une sorte de pompe à eau inversée. Cette perte de liquide, elle est massive. On parle d'1 litre par heure, parfois jusqu'à 20 litres par jour. Ça entraîne une déshydratation aiguë et les signes ne trompent pas. Un pli cutané qui persiste quand on pince la peau, les yeux qui se creusent, une chute de tension. Et le plus glaçant dans tout ça, c'est que la conscience de la personne reste parfaitement normale pendant que son corps est en train de s'effondrer. Il n'y a même pas de fièvre pour tirer la sonnette d'alarme. Face à une attaque aussi rapide et violente, comment est-ce qu'on riposte? On va analyser maintenant les stratégies à la fois de traitement et de prévention qui permettent de combattre ce vibrion. D'abord, il faut bien mesurer le risque. Sans aucun traitement, le choléra est extrêmement mortel. La mortalité peut monter jusqu'à 50 voire 60%. Ça veut dire qu'une personne sur deux peut mourir en quelques jours et parfois même en quelques heures. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Mais regardez bien ce chiffre, c'est là que tout change. Avec un traitement simple, bien fait et surtout administré très tôt, ce taux de mortalité effrayant chute à moins de 5%. Le retournement de situation est spectaculaire. Le choléra, ce n'est pas une fatalité, c'est une maladie qu'on sait parfaitement maîtriser. Alors, comment on arrive à ce résultat? Le plan de contre-attaque est simple et il se joue en 2 temps. D'abord, la priorité absolue, l'urgence vitale, c'est la réhydratation pour compenser immédiatement les pertes d'eau. Et en parallèle, on met en place une antibiothérapie pour éliminer la bactérie et arrêter la production de toxines. Le traitement, c'est donc notre filet de sécurité, une intervention d'urgence qui est cruciale. Mais en réalité, la véritable victoire contre le choléra, elle se joue bien en amont, sur le terrain de la prévention. Il s'agit de passer de la réaction à l'anticipation. Et là, on a un résumé parfait. D'un côté, le problème, les conséquences dramatiques de l'infection. Et de l'autre, la solution, avec des gestes simples qui brisent la chaîne de transmission.
se laver les mains, bien protéger les aliments et, le plus important de tout, avoir accès à de l'eau propre. La stratégie de défense, c'est donc un système à plusieurs niveaux. Ça repose sur les infrastructures, bien sûr, comme l'accès à l'eau potable et l'assainissement, mais aussi sur l'éducation à l'hygiène, la déclaration des cas pour stopper les épidémies et le traitement des porteurs pour éliminer les réservoirs cachés du vibrion. Au terme de cette enquête, il y a une question qui s'impose. Face à ce tueur microscopique qui voyage dans l'eau et qui se transmet par des mains sales, est-ce que l'arme la plus efficace, la plus fondamentale, ne serait pas tout simplement l'accès universel à une eau propre et saine? C'est peut-être là que se trouve la clé pour, un jour, classer définitivement l'affaire du choléra.